Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous joindre pour la troisième Research Talk. Avec moi, j'ai Isabelle Boydens. Bonjour Isabelle. Bonjour Roald. Voilà, on va parler d'une de tes expertises et c'est bien sûr le data quality. Pourquoi le data quality est si important et surtout chez nous pour SMAS et aussi pour les institutions? Mais c'est très important naturellement pour l'application de la législation et il faut savoir qu'il y a des montants énormes qui sont liés à cela. Par exemple, la déclaration multifonctionnelle Handschrift, que j'ai pas mal étudiée, permet actuellement le prélèvement et la redistribution en cotisation en prestations sociales de 95 milliards d'euros. Donc, l'important, c'est le service rendu qu'on ne peut pas quantifier, mais aussi ce qu'on peut quantifier quand même, c'est par exemple certains chiffres de Thomas Redman qui a évalué à plus ou moins 3100 milliards de dollars les coûts de la non-qualité. Quels coûts? Des coûts de procès, de plaintes, et qui en fait ne sont pas des litiges, mais c'est lié à la qualité qui n'est pas adéquate, et puis le coût de tout le manpower qu'il faut pour remettre les choses, comparer, vérifier, et ainsi de suite. Oui, quand tu parles de qualité des données, je peux m'imaginer qu'il y a plusieurs bases de données qui sont impliquées et plusieurs champs. Qu'est-ce que sont les champs les plus impliqués? Le champ le plus important, c'est l'identifiant unique. Il faut, si on n'a pas ça, mais il y a des cas où l'identifiant unique n'est pas correctement construit, ou bien où on n'en a pas. Par exemple, c'est une base de données qui s'appelle Imosa, et aussi Follen qui gère tout ce qui est entreprise et travail étranger. Et là, on ne peut pas avoir le numéro de TVA comme un unique ID parce que tous les pays n'en ont pas. Ah oui. Donc voilà. Et donc c'est plus compliqué à gérer, d'autant qu'on a parfois du chinois translittéré en caractère latin. Et alors, pour définir la qualité des données, on parle de fitness for use, d'adéquation aux besoins. C'est ainsi que on peut avoir une même base de données qui aura une qualité différente en fonction des besoins. Ah oui. Donc, je vais prendre un exemple extrêmement simple. J'ai une base de données avec, imaginons, des citoyens et on imagine que les salaires sont inversés d'un citoyen à l'autre. Si mon objectif est statistique et que je veux faire la somme et la masse salariale nationale, c'est pas important qu'il y ait des inversions puisque ma somme sera la même. Mais si je travaille aux pensions, je dois calculer la pension des citoyens, c'est très très grave, parce que quelqu'un pourrait recevoir la pension d'un autre et ainsi de suite. Et donc là, on va avoir une démarche qualité très importante. Alors, il y a encore un point à dire, qui reviendra par la suite, c'est que il faut se rendre compte qu'il y a deux types de données. Des données dites déterministes, qui sont les plus faciles à traiter, c'est-à-dire qu'on a une théorie qui permet de manière sûre et certaine de dire si la valeur est correcte ou pas. Exemple, si un champ est obligatoire et qu'il n'est pas complété, on sait que c'est une faute. Alors, il faut savoir que les bases de données reposent sur l'hypothèse du monde clos, c'est-à-dire que toute valeur qui ne correspond pas au domaine de définition, par exemple, un champ alphabétique à 26 positions est considéré comme fausse et est rejeté du système pour des raisons opérationnelles évidentes, sinon la base de données serait une poubelle. Ah oui. Mais nous avons les données empiriques, qui elles vont être plus complexes à gérer et qui vont être tout un challenge dans les différentes étapes data quality. C'est quoi en fait ces données empiriques et comment est-ce qu'elles sont différentes avec les données déterministes? Ce sont des données donc qui sont sujettes à interprétation et on n'a pas
un référentiel fixe pour dire si elles sont vraies ou fausses. Exemple, dans le domaine e-health, des soins de santé, chaque année, on peut se faire vacciner contre la grippe, mais le vaccin pourra varier. Pourquoi? Parce qu'il y a des mutations de virus. Et donc, le domaine de définition du concept de grippe évolue dans le temps. D'autres cas dans le domaine de l'e-government, par exemple, la notion de catégorie d'activité qui est importante parce qu'elle peut déterminer avec d'autres paramètres le pourcentage à payer à l'administration. Il y a la diversification des métiers de l'informatique, par exemple. Il y a 10 ans, on ne parlait pas comme maintenant de data scientist. Et le challenge pour les données empiriques, ça va être de respecter l'hypothèse du monde clos, mais de quand même avoir une méthode pour prendre en compte ces nouveautés. Et je suis présidente d'un groupe de contact du Fonds national de la recherche scientifique sur data quality. Et donc, j'ai les ressources pour organiser une conférence par an. Et cette année-ci, j'invite Cathy Faucou, qui fait également partie de Smiles Research, et qui va présenter la problématique de la qualité dans le processus d'ingestion des données pour les LLMs, les biais aussi de genre, de race et ainsi de suite, et pratiquement comment essayer de minimiser ce problème. Comment est-ce qu'on commence avec nettoyer une base de données comme ça, surtout avec ces données empiriques, quand il y a une évolution, mais aussi on ne veut pas perdre des catégories qui ne sont plus actuelles, qui sont historiques, mais on les conserve. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, je vais parler de 3 axes avec les domaines de recherche actuels dans ces domaines, les approches curatives, préventives et tout ce qui est documentation, système de méta-information, par aussi de data catalogue, de glossaire. On a les 3 axes, curatif, préventif et les métadonnées. Je pense que pour les bases de données existantes, l'approche curative est la plus pertinente. C'est ça. Quand il y a des problèmes de qualité qui sont déjà dans les bases de données, on n'a pas le choix. On a recours à une approche curative. On a chez Smiles depuis 2010 un data quality tool assez puissant avec des milliers d'algorithmes et pour lequel on a mené et ces dernières années en synergie avec l'équipe Databases, une trentaine de projets au sein de la sécurité sociale et en dehors. Alors, l'approche curative va se déployer en 3 étapes. La première étape, c'est le profiling, data profiling, où on va voir un audit quand on cherche les données de la base de données en question. On va voir si l'identifiant unique est bien unique, si il y a des valeurs nulles dans une colonne qui est obligatoire, si il y a quelles sont les valeurs maximales, minimales, etc. Ensuite, le data standardization. Et l'outil que nous avons est très fort pour les adresses. Alors, nous avons donc une base de connaissances avec 3 sources qui vont se compléter mutuellement via les algorithmes associés. Et le tuning, donc effectué par les spécialistes en data quality. Donc, il y a Bisnote, Bipost et maintenant la source authentique Best Address. Tout ceci, c'est pour la Belgique. Mais pour les adresses étrangères, dans la mesure où ça coûte assez cher d'acheter les bases de connaissances de tous les autres pays, on utilise l'API d'OpenStreetMap, qui vaut ce qu'elle vaut, mais bon, elle donne quand même de bons résultats dans les projets où on l'a utilisée. Et ce faisant, on peut avoir des adresses qui sont vraiment mal encodées et l'outil arrive vraiment à
trouver la bonne rue, la bonne Oui. commune et la traduction du français en néerlandais. Ah oui, oui, parce que je peux m'imaginer que ça, c'est aussi quelque chose très particulier à nous, c'est-à-dire en Belgique, on a en fait 3 langues officielles. Les noms des rues, ils sont en néerlandais, en français, ou les deux, par exemple ici en Bruxelles, ou en En allemand, oui, pour les cantons. Oui, 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 oui. Donc, mais pour tout cela, nous avons des bases de Oui. connaissances et Best Adresse est directement alimentée par les communes de Mhm. toutes les régions. Oui. Peut-être une autre question là-dessus, parce que tu as parlé pour les adresses à l'étranger. Est-ce que tu as connaissance d'un projet européen pour aligner tous ces street address? Au niveau européen, il y a le projet Inspire Mhm. qui tente d'harmoniser Ouais. les adresses européennes et disons que ça fonctionne déjà plus ou moins bien. Mais au Ouais. niveau mondial, les Mhm. adresses aux États-Unis, au Japon Ouais. ou en Angleterre sont pas du tout Ah avec non. le même format. Alors ça, c'est pour la standardisation. Qu'est-ce que la troisième étape? La troisième étape, c'est le matching. Mhm. Donc, quelque part, c'est logique qu'elle arrive en dernier lieu, c'est la plus complexe. On a vu l'audit de la base de données, on a standardisé ce qu'on a pu, Mhm. pas tout, et le matching va consister, de nouveau sur la base de milliers d'algorithmes, on en invente tous les jours de nouveaux, à comparer tous les enregistrements entre eux d'une base de données ou entre plusieurs bases de données qui peuvent inclure des millions d'enregistrements. Alors, suite à cela, il y a des algorithmes de performance qui sont mis en place et on va détecter des incohérences ou des présomptions de duplicats. On va constituer des clusters de duplicats probables et le tool va permettre aussi de les regrouper en familles. C'est-à-dire, par exemple, dans tel cas, on a des clusters de présomption de duplicats parce que il y a les noms d'entreprises avec des légères variantes. On soumet ça au business, mais comme on a créé des familles, bah, il doit regarder plusieurs d'entre elles et il va dire dans tel cas non, c'est pas des doublons, c'est normal. Et dans d'autres cas, oui. Alors l'approche d'après, c'est qu'il faut identifier un golden record, c'est-à-dire parmi tous ces duplicats, il peut en avoir 10, 20. Oui. Quel est celui qu'on va garder? Et pour ça, c'est le business qui nous dit les règles. Donc, d'abord, l'enregistrement le plus récent, par exemple. Parfois, ce sera l'adresse la plus récente, le nom d'entreprise le plus complet. Enfin, ces règles sont implémentées systématiquement par l'outil et on regroupe les clusters par famille pour checker et naturellement on garde l'historique toujours des records qu'on jugé être le golden record au cas où on s'est trompé. Est-ce que ces records qui ont été supprimés, tu dis bien qu'ils sont gardés. Est-ce qu'ils sont gardés dans la base de données elle-même ou est-ce que c'est une autre base de données qui va reprendre tous ces records qui ont été jetés de la base? Il y a un mécanisme d'historique avec des pointeurs. Ah oui, ok. Et on peut rester dans la même base de données, c'est plus simple. Ah oui. Ça, c'est l'approche curative, Oui. C'est-à-dire on a eu ces 3 étapes. C'est bien, la base de données est maintenant sans anomalie, mais la base de données va encore grandir. Et ça, ça nous met vers l'approche préventive, je suppose. Oui, voilà. Si je me limite à l'approche curative, eh bien, les problèmes vont sans cesse arriver. Pourquoi? Parce qu'ils viennent des flux d'informations qui alimentent la base de données. Alors, il y a 2 phases. Une première phase, c'est que dans la base de données, dans ce cas-là,
sont enregistrées toutes les anomalies Mhm. liées aux données, qui les traite et comment. Est-ce qu'elles vont être corrigées, donc c'est des Mhm. vraies erreurs? Ouais. Est-ce qu'elles vont être validées? Et c'est là qu'on touche aux données empiriques. Mhm. Donc ce sont des données dont le domaine de définition dit que c'est pas bon, c'est pas compris. Mais après, si un être humain, un agent analyse ou recontacte l'employeur, il va se rendre compte que c'est une nouvelle activité Mhm. qui n'était pas dans le domaine de définition parce qu'on la connaissait pas. Non. Mhm. Et alors, ce qu'il va se passer, c'est que on va adapter la structure de la base de données, éventuellement la législation, pour intégrer ces oui. nouveaux cas. Une autre chose, comme on a toutes ces informations, on va pouvoir faire du monitoring dans le Mhm. temps et pouvoir mesurer. Et donc, on va par exemple voir que pour telle valeur, elle n'est jamais corrigée ou traitée. Mhm. Telle autre, il y a très souvent des validations. Le taux de correction, par exemple, augmente très très fort Mhm. pour telle autre et on se dit mais pourquoi est-ce que cette erreur apparaît tout le temps? Oui. Alors, step by step, on va retourner dans les processus et les flux d'informations et on va détecter la cause de ce problème. Ah oui. Par exemple, ça peut être une cause qui est très fréquente en data quality qu'on appelle ghost factory, usine Mhm. fantôme. C'est quand il y a plusieurs processus ou plusieurs bases de données ou subsets de bases de données qui ont été recopiées pour des Mhm. raisons pratiques du moment, Oui. Mhm. au lieu d'avoir une seule source qui est consultée à distance en Ouais. fonction des cas. Donc, on fait du backtracking pour que ce soit plus économe Mhm. et on peut prend pas tous les centaines de flux Non, de non, l'autre non. côté. Le return on investment est énorme. Ça a été jugé tellement important et efficace que cette approche est passée comme arrêté royal Colin Clay Bossloyd en Mhm. 2017. Alors ça a été appliqué pour la DMFA, mais qui est une base de données énorme et qui repose sur, entre guillemets, du legacy, mais qui fonctionne toujours bien. Donc on a Mhm. base de données hiérarchique, à la base, un langage propriétaire et ainsi de suite. Oui. Du coup, là, en synergie avec l'équipe Database, on s'est dit, on va faire la même chose, mais pour les bases de données modernes, Mhm. relationnelles ou Ah autres. oui. Et donc, on a la base de données en production. On a construit ce qu'on appelle un ATMS, Anomalies and Transactions Management System, Mhm. qui va stocker toutes les anomalies, leur historique et leur traitement. Est-ce qu'elles ont été corrigées, validées, est-ce qu'elles n'ont pas été traitées et qui a fait cela. Donc on peut même enregistrer les agents. Mhm. Suite à cela, de nouveau, on peut faire du monitoring et décider pour la base de vos données en production qu'on va faire un backtracking pour Ouais. traiter l'origine du problème. Mhm. Alors, cette nouveauté se trouve dans la rubrique nouveauté ou du catalogue Reuse Mhm. et demande là, enfin, il y a une description du processus, hein, mais Ouais. elle demande là une interaction entre nous et le client potentiel pour Mhm. voir si le cas est vraiment approprié. Ceci me fait penser que pour l'approche curative, on peut travailler en batch, mais aussi online. Et Mhm. donc, sur le catalogue Reuse, il y a une API qui s'appelle Data Quality Improvement pour une série de fonctions, on pourra en rajouter d'autres. Donc, pour checker les adresses, Mhm. les numéros, les emails, sur le plan syntaxique, mais aussi on vérifie si le nom de domaine existe vraiment, Mhm. et aussi la standardisation des numéros de téléphone, par exemple. Ah oui. Et tu as parlé de cette base de données ATMS pour traiter Oui, toutes les anomalies. Est-ce que je le comprends bien que quand il y a, j'imagine, un formulaire web
qu'un expéditeur il remplit, c'est envoyé vers la base de données. La base de données dit ah oui il y a un problème, c'est transféré vers la La TMS et là il y a une traitement et dès que c'est OK, c'est renvoyé vers la base de données Tout à originale. fait. Oui. Parce que la majorité des cas, quand même, soyons positifs, Mhm. ne sont pas des anomalies. Ah non. Mais s'il y en a ou des erreurs qui sont graves, il faut les traiter. Bon, le traitement, c'est bien une personne qui l'a fait. Ce n'est pas un AI ou pas encore un AI. Non, ça pourrait être, on pourrait avoir de l'aide au traitement par apprentissage en voyant comment on traite des cas qui sont plus ou moins stéréotypés Oui, et accélérer le processus. ça c'est l'approche préventive. Alors, on a parlé de l'approche curative et aussi de l'approche préventive. Et tu as dit qu'il y a aussi une troisième axe. C'est quoi en fait? L'axe, c'est qu'il est indispensable de documenter Mhm. les bases de données très précisément et aussi les anomalies et la Mhm. façon de les corriger ou de les valider. Ouais. Ça, cette partie-là, anomalie, correction, validation, se trouve accessible en interne Mhm. au sein de l'organisme qui traite les anomalies. Alors, dans ce cas-là aussi, on parle du recours à l'AI ou au machine learning qui demande quand même certaines précautions Mhm. parce que on parle d'utiliser l'AI pour générer automatiquement la métadonnée quand une donnée a changé. Mhm. Mais il faut être sûr que le changement de la donnée est correct. Ah oui. Donc, il faut des très solides business rules dans la base de données et peut-être quand même une supervision humaine et voir que ça concerne toutes les données de cette catégorie-là. Oui, oui, oui. OK. Quand il y a un nouvel projet qui se déroule, c'est à qui de penser à des anomalies et des erreurs dans la base de données. Est-ce que c'est l'analyste? Est-ce que c'est l'architecte? C'est qui doit penser à vous? Eh bien, donc on a une équipe data quality, Mhm. mais au sein de l'équipe database, il y a des DBA qui sont aussi data quality analysts et qui vont pouvoir réaliser approche curative, préventive. Et on a une adresse email dataquality@mals.be. Voilà. Merci beaucoup pour ce research talk. Merci beaucoup, c'était avec plaisir.